En 1970, dans les plaines de Normandie, une entreprise réussissait l'impensable, devenir le membre le plus intime de chaque famille française. De l'aspirateur au moulin à café, du mixeur au four à micro-ondes, Moulinex ne fabriquait pas seulement des objets, elle vendait du temps et de l'espoir. Avec son slogan gravé dans la mémoire collective, Moulinex libère la femme, la marque était devenue le symbole des 30 Glorieuses, une puissance industrielle employant plus de 10 000 personnes dans des usines qui étaient les poumons de villes entières, d'Alençon à Cormelles-le-Royal. Puis, la machine s'est grippée. Une gestion familiale devenue autocratique, l'aveuglement face à la mondialisation et un dépeçage final par des fonds d'investissement qui allaient mener au plus grand traumatisme social de l'histoire moderne de la France. Le 11 septembre 2001, alors que le monde regardait New York, le cœur de l'industrie normande s'arrêtait dans un cri de rage. En 2024, sur les sites d'Alençon ou de Carpiquet, les herbes folles ont percé le béton des parkings déserts. Dans les hangars vidés de leurs presses à injecter, il ne reste que l'écho des menaces d'ouvriers prêts à tout faire sauter pour ne pas mourir en silence. C'est l'histoire d'un empire qui a voulu libérer les foyers pour finir par enchaîner ses propres bâtisseurs, de la façon dont le génie de Jean Mantelet a été sacrifié sur l'autel de la finance et de la chute d'une idole du quotidien qui a fini en cendres sur le pavé de la Sologne et de la Normandie. Chapitre 1. L'homme du presse-purée et le serment de Bagnolet. Cette histoire commence par un plat de purée raté et une frustration domestique. Nous sommes en 1932, à Bagnolet, dans la banlieue ouvrière de Paris. Jean Mantelet, né le 28 juillet 1900, est un petit artisan qui dirige une manufacture de pompes et de pulvérisateurs, la manufacture de Bagnolet Adrette. Un soir, sa femme lui sert une purée de pommes de terre pleine de grumeaux, car écrasée à la fourchette, une tâche pénible et ingrate. Pour cet ingénieur autodidacte, ce n'est pas un incident de cuisine, c'est un défi mécanique. Il s'enferme dans son atelier et ressort avec une invention dérisoire, un tamis en tôle étamée avec une manivelle et une lame souple. Le moulin légumes est né. Sur le papier, personne n'y croit. Les quincailliers parisiens ricanent devant cet objet qui ressemble à un jouet. Mais Mantelet a une intuition qui fera sa fortune. Si l'objet est utile et qu'il est vendu moins cher que tout ce qui existe, il sera imbattable. Il dépose le brevet le 16 février 1932. Il court les foires de province, fait des démonstrations sur le coin d'une table, vend lui-même ses machines. En un an, il en écoule 2 millions. Le serment de Bagnolet est là. Mettre la mécanique au service des tâches les plus humbles pour libérer ceux qui les accomplissent. Mantelet ne fabrique pas pour l'élite, il fabrique pour le peuple. Mais Paris est trop petit pour ses rêves. En 1937, Mantelet cherche de l'espace et de la docilité. Il regarde vers l'ouest, vers la Normandie. Il installe son usine principale à Alençon, dans l'Orne, aux 2 rues de Bellevue. Le choix d'Alençon n'est pas neutre. C'est une terre de dentellières et de paysans, une main-d'œuvre habituée à la précision et à la discipline, loin des agitations syndicales de la ceinture rouge parisienne. Mantelet y construit ce qu'il appelle sa maison. Dans les halls de Bellevue, les riveteuses commencent à scander le rythme d'une croissance que rien ne semble pouvoir arrêter. L'ambiance à Alençon, au début des années 1950, est celle d'un paternalisme absolu. Jean Mantelet n'est pas un patron, c'est le père Mantelet. Il connaît chaque ouvrier, finance les logements, construit des stades,
offre des cadeaux à chaque naissance. Travailler chez Moulinex, nom né de la contraction de Moulin et Express en 1956, c'est entrer dans une famille. Un jeune ouvrier arrivant pour sa première équipe passait le portail et pénétrait dans un monde de métal et de vapeur. Le bruit était celui de l'emboutissage de la tôle, une percussion continue qui formait la base de la vie citadine. L'odeur était celle du vernis et de la peinture fraîche. On n'avait pas le sentiment de travailler à la chaîne, on avait le sentiment de participer à la reconstruction de la France. Le savoir-faire de Moulinex tenait dans l'obsession de la simplification. Mantelet exigeait que ses ingénieurs retirent chaque vis, chaque ressort inutile pour baisser le prix de revient. Un produit Moulinex doit coûter le prix d'un poulet le dimanche, répétait-il. En 1956, il lance le Légumex, le premier éplucheur de légumes, puis le moulin à café électrique. C'est la naissance du slogan « Moulinex libère la femme ». Dans la France conservatrice de l'après-guerre, c'est un séisme sociologique. La marque s'immisce dans la lutte pour l'émancipation par le petit bout de la lorgnette, celui du gain de temps domestique. Moulinex devient le complice de la modernité. À son apogée, le système Mantelet occupe 12 sites industriels à travers la France, mais le cœur bat toujours en Normandie. Alençon pour les moteurs, Saint-Lô pour l'assemblage, Argentan, Mamers, Falaise, Cormelles-le-Royal. C'est un archipel industriel complet. Plus de 10 000 salariés, dont une majorité de femmes, font tourner les chaînes. L'architecture des usines est fonctionnelle, de grandes dalles de béton sous des sheds de métal, conçues pour être agrandies sans cesse. Mais derrière les murs, l'exigence est de fer. Le père Mantelet refuse de déléguer. Il supervise tout, des plans du bureau d'études au choix des tissus de la cantine. Il a bâti un empire à son image, robuste, centralisé et solitaire. La symétrie avec la concurrence est alors humiliante pour les autres. Pendant que Philips ou Seb tentent de maintenir des prix élevés, Moulinex inonde le marché avec des produits jetables avant l'heure, si peu chers que la réparation n'a pas de sens. On préfère en racheter un neuf. C'est l'invention de la consommation de masse appliquée au petit électroménager. Le sommet de 1960, année du lancement du premier robot multifonction, est le point le plus haut d'une ascension verticale. Debout sur ce record, Mantelet regarde ses usines normandes, ignorant que son refus de préparer sa succession et son mépris pour les méthodes de gestion modernes sont déjà les germes d'une agonie future. Avec ses filiales, le groupe Moulinex est le premier employeur de Basse-Normandie. C'est l'institution qui définit l'identité d'un territoire. Quand l'usine de Cormelles siffle la fin de l'équipe, ce sont des milliers de vélos et de Solex qui s'élancent sur les routes départementales. Pour ces familles, Moulinex est une assurance vie. On y entre à 16 ans, on y rencontre son conjoint, on y place ses enfants. La transmission du métier de la plasturgie et du bobinage se fait de mère en fille. C'est une compétence territoriale unique. On se croit invulnérable car on possède l'objet que tout le monde possède. La marque Moulinex est à la cuisine ce que la 2 chevaux est à la route, un membre de la famille. Mais en 1980, le monde change. Le second choc pétrolier et la montée des coûts de l'acier commencent à éroder les marges. Jean Mantelet vieillit. Il a 80 ans, pas d'héritier direct, et il refuse de lâcher les rênes. Dans les couloirs du siège à Bagnolet, on commence à murmurer. Les ingénieurs voient arriver les concurrents asiatiques avec des produits encore moins chers. La technologie des microprocesseurs arrive et Moulinex reste accroché à ses interrupteurs mécaniques. La chute n'est pas encore visible.
pour l'ouvrier d'Alençon. Mais elle est déjà actée dans les rapports financiers que Mantelet refuse de lire. Le sommet de 1970 n'était pas une destination, c'était une parenthèse dorée. Et quand on regarde en arrière, ces images d'usines bourdonnantes où l'on sortait un mixeur toutes les 15 secondes ressemblent au dernier feu d'un monde qui n'avait pas prévu que le consommateur finirait par s'enlacer. Chapitre après chapitre, le grand dépeçage de la marque va commencer, orchestré par une succession de repreneurs qui ne verront dans le serment de Bagnolet qu'une erreur sentimentale. Le linceul de Moulinex est en plastique blanc et il a déjà l'odeur du brûlé. À la fin de l'année 1985, l'inventaire du déclin est entamé. Mantelet, acculé par les banques et la pression de l'État, doit ouvrir son capital. C'est l'entrée des gestionnaires de risque, de ceux qui ne connaissent pas l'odeur de la purée de 1932. La chute de Moulinex ne sera pas une faillite technique, mais un naufrage stratégique. Le père Mantelet va assister impuissant au démantèlement de sa maison. Mais avant que le silence total ne s'installe, il reste à raconter l'incroyable violence de la fin des années 90 et comment les libératrices de la cuisine ont fini par devenir les visages de la détresse ouvrière. Le linceul est prêt, il a la forme d'un plan social et il sera signé par des mains qui n'ont jamais tenu de manivelle. Si vous aviez pu pénétrer dans le bureau directorial de Jean Mantelet au milieu des années 1980, vous n'auriez plus trouvé l'énergie conquérante qui avait électrifié la France de l'après-guerre. L'air y était devenu lourd, figé dans un protocole d'un autre âge. Le père Mantelet approchait des 85 ans. L'homme qui avait inventé le futur de la ménagère française vivait désormais entouré de conseillers qui n'osaient plus le contredire, dans un décor de chênes sombres et de moquettes épaisses qui étouffaient le bruit du monde extérieur. Le sommet de 1970 était loin. À l'extérieur de cette bulle de verre, la concurrence mondiale ne ricanait plus devant le petit ami de Bagnolet. Elle l'attaquait par tous les flancs. C'est l'histoire d'une transition ratée, du moment où le génie d'un fondateur s'est transformé en une prison pour son entreprise, et de la façon dont un rachat orgueilleux en Allemagne allait finir de vider les caisses d'un empire qui n'avait plus de pilote. Le basculement vers l'instabilité commence par un choc biologique. En 1985, Jean Mantelet est frappé par un accident vasculaire cérébral. Le titan vacille. Privé d'héritier, sa fille unique n'étant pas préparée à la succession et ses lieutenants se déchirant pour les faveurs du maître, Moulinex entre dans une zone de turbulence inédite. Pour la première fois depuis 1932, la maison n'a plus de tête pensante. La symétrie entre la gloire médiatique et la réalité financière devient alors criante. En 1986, Moulinex enregistre ses premières pertes historiques, 130 millions de francs. Le signal est assourdissant. Le modèle du produit jetable et du prix bas ne suffit plus à couvrir les charges d'un outil industriel devenu trop lourd, trop dispersé. C'est ici que la finance entre dans la cuisine. En 1988, pour éviter le naufrage, un montage financier complexe est mis en place. Le RES, ou rachat d'entreprise par ses salariés. Sur le papier, l'idée est magnifique, presque romantique. Elle s'inscrit dans l'esprit Moulinex. Qui de mieux que les ouvriers et les cadres pour sauver la maison? 1500 salariés deviennent actionnaires, s'endettant personnellement pour porter le capital. Mais ce montage est un cadeau empoisonné. Il repose sur une hypothèse folle, que Moulinex restera durablement bénéficiaire pour rembourser la dette du rachat. La banque Paribas, qui orchestre l'opération, prend les rênes. On passe du paternalisme de Mantelet à la froideur des ratios de solvabilité. Les ingénieurs qui rêvaient de nouveaux robots multifonctions
doivent désormais rendre des comptes à des analystes qui ne jurent que par l'EBITDA. L'ambiance dans les usines de Basse-Normandie change de couleur. À Alençon, à Mamers ou à Argentan, l'inquiétude commence à poindre sous les néons des ateliers. On ne parle plus du père Mantelet qu'au passé, alors qu'il est encore en vie, muré dans son silence. On voit arriver de nouveaux dirigeants, des managers de transition comme Roland Gadel. Ces hommes ne viennent pas de la forge, ils viennent des écoles de commerce. Ils parlent de restructuration et de synergie. Un jeune technicien arrivant pour sa première équipe à cette époque ne pénétrait plus dans une famille, mais dans un site sous surveillance comptable. Le sifflement des presses à injecter semblait porter une menace sourde, celle du premier plan social. Pourtant, au lieu de consolider ses bases, Moulinex va tenter une fuite en avant suicidaire. En 1991, poussé par son actionnaire Paribas qui veut faire de la marque un leader mondial du blanc et du petit ménager, l'entreprise rachète le constructeur allemand Krups. L'opération coûte 1,5 milliard de francs. Sur le papier, c'est le mariage du siècle. Le luxe allemand de Krups associé au volume français de Moulinex. On imagine déjà dominer le marché américain et conquérir l'Asie. Mais ce mariage est une erreur stratégique monumentale. Krups est une entreprise en difficulté, lourdement endettée, avec une culture industrielle diamétralement opposée à celle de la Normandie. Le savoir-faire belfortin d'Alstom ou le génie toulousain de la Caravelle partageaient cette même fatalité. Croire que l'on peut racheter son salut à l'étranger sans avoir réglé ses problèmes à domicile. Le choc des cultures est immédiat et dévastateur. Les ingénieurs allemands de Solingen regardent avec mépris les méthodes artisanales des Français. Les cadres de Moulinex découvrent avec effroi l'ampleur des dettes cachées de Krups. Au lieu d'apporter des revenus, Krups devient une hémorragie permanente. L'intégration des deux groupes est un bourbier logistique. Les doublons se multiplient, 2 sièges sociaux, 2 bureaux d'études, des gammes de cafetières qui se cannibalisent. Pour financer ce désastre, Moulinex doit sacrifier ses propres investissements. On cesse de moderniser les usines normandes. Le linceul de Moulinex commence à se tisser dans les bureaux de change, entre le franc et le mark, sous le regard impassible des banquiers de la rue d'Antin. Imaginez une réunion de crise au siège de Bagnolet en 1992. Jean Mantelet est mort l'année précédente, le 19 janvier 1991, à l'âge de 90 ans. Son décès marque la fin définitive d'une époque. Ses successeurs sont assis devant des tableaux Excel qui virent au rouge vif. Le rachat de Krups a asséché la trésorerie au moment même où la consommation européenne stagne. La chute n'est plus une hypothèse, c'est une accélération. Les banques commencent à retirer leurs lignes de crédit. On réalise alors l'absurdité du RES de 1988. Les salariés actionnaires voient la valeur de leur investissement s'évaporer alors qu'ils ont misé leurs économies de vie pour sauver leur outil de travail. La trahison n'est plus seulement stratégique, elle est intime. À Alençon, le berceau historique de la rue de Bellevue, les ouvrières qui assemblaient les mixeurs sentent que le vent a tourné. Les commandes de maintenance marquent le pas. On commence à parler de fermeture de site. En 1994, le premier grand plan social tombe. 1600 suppressions de postes. C'est un séisme en Normandie. Des familles entières, dont le père travaillait au moteur et la mère au montage, se retrouvent face au vide. Les larmes des ouvriers de Manufrance ou le silence des ateliers LIP à Besançon trouvent ici leur écho normand. On brise le pacte social pour payer les intérêts d'une dette contractée pour un rêve de grandeur mal calculé. Là,
libératrice de la femme, est devenue la broyeuse de famille. La disparition de l'esprit Mantelet est désormais totale. Le savoir-faire de la simplification, cette capacité à enlever chaque vice inutile pour baisser le prix, est remplacée par la gestion de la complexité multinationale. On ne cherche plus à innover, on cherche à survivre d'un trimestre à l'autre. Le déclin de Moulinex. Entre 1991 et 1996 est le miroir de l'agonie d'une certaine idée de l'industrie française, celle qui pensait que l'on pouvait être un géant mondial tout en restant une PME familiale dans sa gestion. Le sommet de 1970 est une montagne que l'on ne voit plus, cachée par les fumées des premières grèves et des premiers feux de pneus devant les grilles des usines. L'histoire retiendra l'année 1996 comme le point de non-retour. Paribas, lassée d'éponger les pertes, décide de passer la main. Elle cède le contrôle au fonds d'investissement italien de la famille Elfi. Les nouveaux maîtres n'ont aucune racine en Normandie. Ils ne connaissent pas l'histoire du presse-purée de Bagnolet. Pour eux, Moulinex n'est pas un patrimoine, c'est un gisement d'actifs à rationaliser. On entre dans l'ère du dégraissage pur et dur. On vend l'immobilier, on ferme les usines jugées les moins rentables, on délocalise une partie de la production au Mexique. La chute n'est plus une érosion, c'est un dépeçage méthodique, orchestré par la finance internationale avec la bénédiction de l'État français qui regarde ailleurs. À la fin de l'année 1996, l'inventaire du déchirement est clos. Moulinex a perdu son fondateur, son indépendance et sa paix sociale. Les usines de Normandie sont devenues des zones assiégées. Dans les cafés d'Alençon ou de Falaise, on ne parle plus du prochain robot Marie, mais du nom du prochain repreneur. Le linceul de Moulinex a désormais une couleur précise, celle du gris industriel des rapports de liquidation. Mais avant que le silence total ne s'installe, il reste à raconter l'incroyable violence de l'année 2001, quand les ouvrières de Normandie, poussées à bout par des décennies de promesses trahies, décideront de prendre le monde à témoin de leur agonie. Le linceul est en plastique, mais le sang qui va couler sera bien réel. Si vous aviez pu survoler le siège social de Moulinex au milieu des années 1990, vous auriez contemplé un monument à la schizophrénie industrielle. Officiellement, la marque était un titan européen, un colosse aux pieds plantés dans la terre grasse de Normandie et la rigueur de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Mais à l'intérieur des bureaux de direction, l'ambiance n'était plus à la création culinaire, elle était à la guerre des tranchées bureaucratiques. Le sommet de 1970, ce temps où Jean Mantelet décidait d'un nouveau produit d'un simple croquis sur un coin de nappe, était devenu une légende préhistorique. Moulinex était désormais une hydre à deux têtes qui ne se parlait plus. L'île normande et l'île allemande de Krups. C'est l'histoire d'une fusion qui ne fut jamais une union, du moment où les rapports de force entre actionnaires italiens et banquiers parisiens ont fini par étouffer le sifflement des moteurs, et de l'arrivée d'un dernier sauveur, dont le scalpel allait viser le cœur même de l'Empire, l'usine d'Alençon. Le déclin des années 1996 à 2000 est marqué par l'entrée en scène de la famille Nocivelli via leur holding Elfi. Pour ces industriels italiens, spécialistes du froid et de l'électroménager, Moulinex était le trophée ultime, le passeport pour dominer l'Europe. Mais ils découvrent une entreprise ravagée par le rachat de Krups de 1991. L'asymétrie technique entre les deux marques est devenue un mur infranchissable. À Solingen, chez Krups, on travaille sur des machines à café haut de gamme, complexes, destinées à une élite urbaine.
À Alençon et Cormelles-le-Royal, on s'obstine à produire des millions de mixeurs et de robots Marie en plastique blanc pour le marché de masse. Les deux catalogues ne fusionnent pas, ils se cannibalisent. Les systèmes informatiques sont incompatibles, les réseaux de distribution s'ignorent. On paie 2 fois pour tout, 2 logistiques, 2 services après-vente, 2 fois trop de cadres pour un seul empire qui prend l'eau. L'ambiance dans les usines normandes, durant ces années sous pavillon italien, vire à la paranoïa. Les ouvrières voient débarquer des consultants qui parlent de restructuration globale. On n'assemble plus des robots avec la fierté de libérer la femme, on les assemble avec l'angoisse de la prochaine fermeture de site. Entre 1996 et 2000, Moulinex use 4 PDG. Une valse des dirigeants qui dit tout de l'instabilité au sommet. Chacun arrive avec un nouveau plan de la dernière chance. Chacun promet que l'emploi sera préservé et chacun repart avec des indemnités de départ qui font grincer les dents dans les ateliers. Le savoir-faire belfortain d'Alstom ou le génie aéronautique de la Caravelle partageaient cette même fatalité. La perte du contact entre la tête qui gère les flux financiers et la main qui connaît le grain de l'acier. C'est ici que la dette devient le linceul de l'innovation. En 1999, la situation financière est apocalyptique. Moulinex perd 1 milliard de francs par an. La dette est telle que chaque robot vendu sert d'abord à payer les intérêts des banques avant de payer le plastique ou le salaire de l'ouvrière. La famille Notivelli, prise au piège de son propre rachat, refuse de réinjecter du cash. Ils ont cru pouvoir régner sur la cuisine française. Ils ne sont plus que les spectateurs de son agonie. Les banquiers de Paribas et de la Société Générale commencent à perdre patience. Ils exigent un homme de fer, un gestionnaire capable de trancher dans le vif sans s'encombrer de nostalgie normande. L'homme du dernier acte s'appelle Pierre Blaillot. Né le 14 décembre 1950 à Rennes, pur produit de l'élite française, l'ENA, l'inspection des finances, il a déjà fait ses preuves chez Pinault, Printemps, Redoute. Il arrive chez Moulinex en l'an 2000 avec une réputation de cost killer, de tueur de coups. Pour Blaillot, Moulinex n'est pas un patrimoine, c'est un dossier industriel mal ficelé. Il lance immédiatement le projet One, un nom qui claque comme un coup de fouet. L'objectif est de fusionner enfin les structures, de supprimer les doublons, de passer du statut de maison à celui de groupe intégré. Mais sous les mots de la modernité managériale se cache une réalité brutale. Le projet One prévoit la suppression de 4000 emplois et la fermeture de 3 usines majeures. Le choc est sismique pour le berceau de l'Empire. Alençon, la ville où Jean Mantelet avait prêté serment en 1937, est condamnée. L'usine de la rue de Bellevue, celle qui fabriquait les moteurs, le cœur battant de chaque appareil, doit s'éteindre. Pour les 1000 salariés du site, c'est une trahison historique. C'est la fin du pacte passé entre le père Mantelet et la Normandie. Un jeune technicien arrivant pour son poste en l'an 2000 ne voyait plus dans les yeux de ses anciens la fierté de la réussite, mais une lueur de révolte froide. On n'était plus chez Moulinex, on était dans une cellule de reclassement à ciel ouvert. Le sifflement des presses semblait être le compte à rebours d'un dynamitage programmé. L'asymétrie avec le passé du RES, rachat d'entreprise par les salariés, de 1988, devient alors une blessure purulente. Les ouvriers qui avaient investi leurs économies pour sauver la maison réalisent que leurs actions ne valent plus rien. Ils sont les otages d'une dette qu'ils n'ont pas contractée. Les larmes des ouvriers de Manufrance devant la dispersion de leurs fusils, ou le silence des horlogers de Lippe à Besançon, trouvent ici leur écho le plus tragique. On a demandé aux pauvres
de financer les erreurs des riches, avant de leur annoncer que leur sacrifice n'avait servi qu'à retarder l'échéance. Le linceul de Moulinex est désormais brodé des économies perdues d'une génération de travailleurs normands. L'ambiance à Cormelles-le-Royal et à Carpiquet, près de Caen, vire à l'insurrection. Les syndicats CGT et CFDT, unis pour une fois dans une détresse commune, commencent à stocker des pneus et des fûts de solvant près des grilles. On n'écoute plus Pierre Blaillot lorsqu'il parle de redéploiement stratégique. On regarde l'horloge. Le sommet de 1970 est une archive que l'on brûle symboliquement lors des manifestations. La France entière commence à réaliser que le géant de la cuisine est au bord de l'abîme. Mais à l'Élysée et à Matignon, sous le gouvernement de Lionel Jospin, on hésite. Intervenir pour sauver Moulinex, c'est s'attaquer aux banques et au marché européen. On préfère laisser faire la loi du marché, oubliant que derrière le marché, il y a 10 000 vies humaines. Imaginez une réunion au ministère de l'Industrie en décembre 2000. Christian Pierret, le ministre délégué, fait face à Pierre Blaillot. Le diagnostic est sans appel. Pour que Moulinex survive, il faut des centaines de millions d'euros que personne n'est prêt à donner. L'Italie ne veut plus payer, l'Allemagne regarde Krups sombrer avec indifférence, et la France a peur de son propre champion. La chute d'Alstom à Belfort était une affaire de justice étrangère. Celle de Moulinex est une affaire de lâcheté domestique. Chapitre après chapitre, le grand dépeçage se transforme en une agonie politique. On prépare les forces de l'ordre, on anticipe les barrages routiers, on surveille les stocks de produits finis comme s'ils étaient des munitions. À la fin de l'année 2000, l'inventaire de la faillite morale est clos. Pierre Blaillot a échoué à rassurer les marchés. Le titre Moulinex s'effondre à la bourse de Paris. Les herbes folles n'ont pas encore percé le goudron des usines d'Alençon, mais le gel est déjà là. Dans les foyers français, on achète encore des cafetières Moulinex pour Noël, ignorant que l'entreprise qui les fabrique est déjà cliniquement morte. Le linceul est en plastique blanc et il porte la marque indélébile des trahisons de bureau. Mais avant que le rideau ne tombe, il reste à raconter les 460 jours qui vont suivre. Les jours du brasier, les jours où la Normandie va hurler sa douleur au monde et où le fleuron va finir par se fracasser sur les dalles de Cormelles-le-Royal. L'ultime chapitre de la résistance est sur le point de s'écrire, et il aura la couleur des flammes. Si vous aviez pu vous tenir devant les grilles de l'usine de Cormelles-le-Royal, dans la banlieue de Caen, au matin du vendredi 7 septembre 2001, vous n'auriez pas entendu le sifflement habituel des turbines ou le balai des camions de livraison. Vous auriez entendu un silence de cathédrale brisée. Ce jour-là, à 10 heures précises, la nouvelle tombe, sèche comme un rapport d'huissier. Le groupe Moulinex-Krups dépose son bilan devant le tribunal de commerce de Nanterre. Le sommet de 1970 est définitivement enseveli sous une dette abyssale de 800 millions d'euros. Pour les 8800 salariés du groupe, c'est la fin du monde. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que cette tragédie industrielle va être percutée par la grande histoire. 4 jours plus tard, alors que les ouvrières normandes commencent à peine à réaliser l'ampleur du désastre, 2 avions s'écrasent sur les tours du World Trade Center. C'est l'histoire d'une agonie invisible, d'un pays qui regarde New York brûler, tandis que ses propres forges s'éteignent dans l'indifférence médiatique, et du moment où la libération promise par Jean Mantelet s'est transformée en un brasier de désespoir sur les parkings de l'Orne et du Calvados.
Le dépôt de bilan de septembre 2001 n'est pas un accident de parcours. C'est le procès-verbal d'un suicide assisté par la finance. Pierre Blaillot, l'homme du projet One, doit avouer son impuissance. Les banques ont définitivement coupé l'oxygène. L'asymétrie entre le prestige de la marque et la vacuité des caisses est alors révoltante. Pendant que le titre boursier est suspendu, les ouvriers découvrent la réalité du dépeçage. Les stocks de Krups en Allemagne sont déjà gagés. Les brevets français sont dans les mains des créanciers et l'immobilier d'Alençon a été vendu pour payer les derniers mois de salaire. La chute n'est plus une érosion des parts de marché, c'est une évaporation de la substance même de l'entreprise. Travailler chez Moulinex en cette rentrée 2001, c'est être l'employé d'un fantôme. Mais c'est le timing du destin qui va transformer l'amertume en rage. Le 11 septembre 2001, alors que les délégués syndicaux tentent d'obtenir des rendez-vous au ministère de l'Emploi, les écrans de télévision du monde entier basculent sur Manhattan. En une seconde, la détresse des familles normandes disparaît des radars. Les larmes des ouvrières d'Alençon coulent dans le noir, étouffées par la fumée de New York. Un sentiment d'abandon absolu s'empare des ateliers. Un témoignage d'une ancienne déléguée CGT résume ce moment avec une brutalité qui fait mal. On crevait en direct, mais le monde s'en foutait. Pour Paris, nos vies valaient moins que des débris de gratte-ciel. On a compris ce jour-là que si on ne hurlait pas plus fort que les avions, personne ne viendrait nous sauver. L'ambiance dans les usines occupées de Cormel, de Carpiquet et d'Alençon vire alors à la stratégie de la terre brûlée. Puisque la parole de l'État est devenue muette, les ouvriers décident d'utiliser la seule arme qui leur reste, l'outil de production lui-même. C'est ici que commence le siège de la Normandie. On ne se contente plus de bloquer les grilles avec des pneus. Dans les halls de Cormel-le-Royal, là où nous avons vu naître les robots multifonctions, les salariés installent des bouteilles de gaz et des fûts d'acide sur les toits. On menace de tout faire sauter si un repreneur global n'est pas trouvé. Le savoir-faire des ingénieurs de 1955 est détourné vers la pyrotechnie de la survie. L'odeur du LHM de Citroën ou de la résine de Matra trouve ici son équivalent le plus sombre, l'odeur de l'essence que l'on répand sur les stocks de produits finis. L'asymétrie avec le gouvernement de Lionel Jospin devient une fracture béante. Élisabeth Guigou, alors ministre de l'Emploi, et Christian Pierret à l'Industrie multiplient les appels au calme. On promet des tables rondes, on évoque des repreneurs potentiels. Mais dans les bureaux de Bercy, on prépare déjà l'après. On sait que Moulinex ne sera pas sauvé en un seul bloc. On cherche un repreneur de complaisance, capable de prendre les morceaux les plus rentables et de laisser le reste au liquidateur. Les larmes des cadres de Manufrance devant la vente de leur parc de machines trouvent ici leur écho berrichon et normand. On sacrifie le cœur battant de l'industrie pour sauver les meubles de la finance. Le linceul de Moulinex est désormais un linceul de flamme. Le 25 septembre 2001, la violence franchit un nouveau palier. À Carpiquet, un entrepôt de stockage est incendié. Des milliers de fours à micro-ondes et de cafetières partent en fumée, dégageant une colonne de suie noire qui obscurcit le ciel de Caen. Ce n'est pas un acte de vandalisme gratuit, c'est un acte de désespoir pur. On brûle ce que l'on ne veut pas voir brader. Les CRS encerclent les sites, mais ils n'osent pas entrer. On craint l'explosion d'une cuve de produits chimiques qui rayerait le quartier de la carte. La chute d'Alstom à Belfort était une bataille judiciaire. Celle de Moulinex est une guerre civile locale. Chaque hall d'usine est devenu un bastion, chaque établi une tranchée.
Imaginez une nuit de garde sur les toits de Bellevue à Alençon en octobre 2001. Les projecteurs de la police balaient les façades où s'étalait jadis le slogan « Moulinex libère la femme ». Sous les bâches en plastique, des ouvrières de 50 ans, qui ont passé 30 ans à bobiner des moteurs, veillent sur des fûts de solvant, briqués à la main. Elles n'ont plus peur de la prison, elles ont peur du lendemain sans pain. Le déclin de Moulinex, c'est cette transformation d'une élite ouvrière docile en une armée d'insurgés par nécessité. On a cassé le ressort de la confiance et le mécanisme s'est emballé vers la destruction. Le sommet de 1974 de Manufrance, où les avions de la Caravelle partageaient cette même fatalité. La mort par le divorce total entre le pouvoir central et le territoire. La mise à mort finale se joue au tribunal de commerce de Nanterre en octobre 2001. Un seul candidat sérieux se présente pour la reprise, le groupe SEB, le rival historique d'Écully, près de Lyon. Mais l'offre de SEB est un coup près. Il ne reprend que 3600 salariés sur les 8800. Il ferme Alençon, il ferme Cormel, il ferme Mamers. Il ne garde que les usines les plus modernes et les marques. Le reste, les 5000 laissés pour compte, est envoyé à la casse sociale. La trahison est désormais actée noir sur blanc. Pour les ouvriers qui ont menacé de faire sauter leurs usines, le réveil est atroce. Ils réalisent que leurs menaces n'ont rien changé à la froide logique des consolidations industrielles. SEB ne vient pas pour sauver Moulinex. Il vient pour éliminer son concurrent et récupérer son catalogue à prix cassé. La disparition physique de l'Empire commence alors. On évacue les bouteilles de gaz sous escorte policière. On démonte les barricades. Les ouvriers de la branche non reprise ont quelques jours pour vider leur casier. On voit alors des scènes déchirantes. Des hommes qui brisent leurs propres outils de travail plutôt que de les laisser aux repreneurs. Des femmes qui s'enchaînent aux machines. Des larmes de suie sur des visages épuisés. Le savoir-faire normand est traité comme un excédent de production. L'intelligence de la manufacture s'est évaporée dans les gaz lacrymogènes. Le linceul de Moulinex est désormais un constat de liquidation judiciaire, une pile de papier timbré qui sent le soufre et le regret. À la fin de l'année 2001, l'inventaire du désastre est colossal. Basse-Normandie est en deuil. La ville d'Alençon perd son identité. Le quartier de Cormel devient une zone interdite. La chute de Moulinex est désormais documentée comme le cas d'école du passage de l'industrie familiale à la prédation boursière. On a tué le corps, on a dispersé les organes, et on a laissé les membres jaisir sur le pavé. Le sommet de 1970 n'est plus qu'une ombre sur un mur calciné. Mais avant que le silence total ne s'installe, il reste à raconter le destin de ces 5000 licenciés, les oubliés de la purée, et comment le nom Moulinex a fini par devenir une simple étiquette dans le catalogue d'un géant lyonnais, loin de la terre qu'il avait fait roi. Le linceul est en velours, mais il a le poids du plomb. Le dernier chapitre de l'agonie est aussi celui de la mémoire blessée d'une région qui ne pardonnera jamais. L'histoire retiendra que le 11 septembre 2001, la France a perdu 2 fois. Elle a perdu sa tranquillité face au terrorisme mondial et elle a perdu son âme industrielle dans le silence assourdissant des usines de Normandie. Les flammes de Carpiquet étaient les échos affaiblis de celles de Manhattan, mais pour les 10 000 familles de Moulinex, elles brûlaient tout aussi fort. La chute de l'Empire était consommée et le linceul de plastique blanc recouvrait désormais une terre qui avait cessé de rêver de libération. Si vous aviez poussé la porte de l'usine de la rue de Bellevue à Alençon au printemps 2002, vous n'auriez pas trouvé une ruche industrielle, mais une scène de pillage légal. Sous les verrières Eiffel que Jean Mantelet avait fait ériger pour l'éternité, le spectacle était celui d'une autopsie à ciel ouvert.
Des hommes en costume sombre, catalogue à la main, déambulaient entre les rangées de presses à injecter et de bobineuses automatiques. Ce n'était plus le père Mantelet qui dirigeait la manœuvre, mais le marteau du commissaire-priseur. Le sommet de 1970, ce temps où Alençon produisait les moteurs de la France entière, était dispersé par lot numéroté. Lot numéro 412, une chaîne de montage de mixeurs. Lot numéro 508, le stock de moules à injection. C'est l'histoire du démantèlement physique d'un empire, de la façon dont le groupe SEB a trié les restes pour ne garder que le vernis de la marque, et du calvaire des Moulinex 7, ces milliers de femmes jetées dans le vide d'un marché du travail qui n'avaient plus besoin de leurs mains d'or. Le rachat par SEB, finalisé au début de l'année 2002, fut une opération d'une efficacité chirurgicale. Pour le groupe lyonnais dirigé par Thierry de la Tour d'Artaise, l'enjeu n'était pas de sauver l'industrie normande, mais de neutraliser un concurrent encombrant. SEB rachetait Moulinex pour 13,7 millions d'euros, une somme dérisoire, le prix d'un hôtel particulier dans le 16e arrondissement, pour s'offrir un catalogue mondial et des brevets inestimables. Mais dans ce contrat de mariage forcé, le sang était resté sur le trottoir. SEB ne reprenait que 3600 salariés. Les 5000 autres, les ouvriers de la branche non reprise, devenaient des créances sociales dans le dossier de liquidation. L'asymétrie était alors révoltante. La marque Moulinex allait continuer de briller dans les rayons de Carrefour ou de Darty, mais elle ne parlerait plus jamais l'accent d'Alençon ou de Cormelles-le-Royal. L'ambiance dans les centres de reclassement, orchestrée par la firme Altedia, virait alors à la comédie tragique. On demandait à des femmes de 50 ans, qui avaient passé 3 décennies à ajuster des pales de robots avec une précision de métronome, de se réinventer. On leur proposait des formations de caissières, d'aides-soignantes ou de préparatrices de commandes logistiques. Le savoir-faire de la manufacture, cette intelligence de la main qui avait fait la gloire de Jean Mantelet, était traité comme une obsolescence. Un témoignage poignant d'une ouvrière d'Argentan résume le choc. Altedia nous expliquait comment faire un CV, mais ils oubliaient que notre CV, c'étaient les millions de machines qui tournaient dans toutes les cuisines de France. On nous traitait comme des débutantes, alors qu'on avait construit un empire. La chute n'était plus seulement financière, elle était une humiliation identitaire programmée par des consultants en transition de carrière. Pendant que les ouvrières s'épuisaient dans des entretiens d'embauche sans issue, la justice commençait à fouiller dans les décombres financiers. Le tribunal de commerce de Nanterre et les juges d'instruction s'intéressaient de près à la période Blaillot et à la gestion du fonds Elfi. On soupçonnait des transferts de fonds douteux, des abus de biens sociaux et une banqueroute organisée. Les larmes des dirigeants d'Alstom devant le département de la justice américain ou le silence des patrons de LIP devant le complot des banques trouvaient ici leur écho normand. On cherchait des coupables parmi ceux qui avaient touché des primes de départ millionnaires pendant que l'entreprise saignait. Pierre Blaillot, l'homme du projet One, se défendait en invoquant la fatalité du marché. Mais pour les syndicats, le dossier était clair. On avait vidé la caisse de Moulinex pour payer les intérêts des actionnaires italiens avant de livrer le cadavre aux banques. L'asymétrie entre le destin des usines élues et des usines sacrifiées devenait une fracture géographique indélébile. SEB conservait les sites de Mayenne, de Saint-Lô et d'Isigny-sur-Mer. Là-bas, le travail continuait, mais sous le drapeau lyonnais. Les ouvriers voyaient leur méthode alignée sur les standards de SEB. Le sifflement des machines était le même, mais l'âme avait changé. À Alençon, en revanche, le silence était de plomb.
Le site de la rue de Bellevue devenait une friche interdite. On murait les fenêtres, on soudait les grilles. Le berceau de l'émancipation féminine devenait une verrue urbaine. Les larmes des cadres de Manu France devant la vente de leurs archives trouvaient ici leur équivalent normand. On vendait les plans de Mantelet pour quelques centimes le kilo de papier, effaçant ainsi le mode d'emploi d'une révolution culinaire. Imaginez une vente aux enchères dans le hall de montage de Cormelles-le-Royal en octobre 2003. Des acheteurs venus de Chine, d'Inde ou de Turquie se disputaient les robots de soudure et les tapis roulants. On voyait alors un spectacle inouï. L'outil de production français, jadis fierté de la nation, était chargé dans des conteneurs pour aller fabriquer des produits concurrents à l'autre bout du monde. La chute de Moulinex était l'accélérateur de la mondialisation. Le savoir-faire partait vers l'Est et il ne restait à la France que le chômage et le souvenir. Le déclin n'était pas seulement une perte de commandes, c'était une transplantation d'organes vers des économies plus jeunes et moins coûteuses. La disparition physique du nom Moulinex sur les frontons des usines s'accompagnait d'une érosion sociale silencieuse mais dévastatrice. Dans les rues d'Alençon, on voyait les petits commerces fermés les uns après les autres. La mercerie, la boulangerie de la rue de la Tour, le café des sportifs, tous vivaient de la manne Moulinex. On estimait que pour chaque emploi supprimé à l'usine, 2 emplois disparaissaient dans la ville. La chute de Motobécane à Pantin ou de Matra en Sologne suivront ce schéma. La mort lente d'un écosystème urbain privé de son soleil central. Le linceul de Moulinex recouvrait désormais les vitrines éteintes du centre-ville. C'est dans ce climat de déréliction que surgit l'affaire du Fonds social. Pour calmer la colère ouvrière, l'État avait promis des aides massives. Mais la distribution de cet argent se perdait dans les méandres de la bureaucratie. On se battait pour des primes de 50 000 francs qui mettaient des mois à arriver. Les divorces, les dépressions et les suicides commençaient à marquer les familles des licenciés. La marque qui avait libéré la femme en 1960 enchaînait désormais ses anciennes ouvrières à la précarité et à l'aide sociale. Le sommet de 1974 de Manu France ou les avions de la Caravelle partageaient cette même conclusion. La transformation d'une élite productive en un passif humanitaire que personne ne voulait plus gérer. Le déclin de cette certaine idée de la France se résume dans le destin du siège de Bagnolet. Le bâtiment de verre, jadis symbole de la puissance de Mantelet, était vendu pour être transformé en bureaux anonymes. Les lettres rouges géantes « Moulinex » étaient décrochées, laissant des traces de colle sur la façade comme les cicatrices d'un membre amputé. On effaçait le nom pour ne plus avoir à penser à l'échec. L'intelligence de la manufacture s'est évaporée dans les rapports de gestion de la société SEB à Écully. On continuait de fabriquer des cafetières Moulinex, mais elles n'avaient plus de patrie. Elles étaient devenues des références catalogues, gérées par des algorithmes de vente. À la fin de l'année 2005, l'inventaire du désespoir était clos. La plupart des 5000 licenciés n'avaient pas retrouvé de travail stable. Ils vivaient de petits boulots, de contrats précaires, ou attendaient la retraite dans l'amertume des jardins ouvriers. La chute de Moulinex était désormais un fait historique, un chapitre clos pour la France de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. On célébrait la réussite de Seb, devenu le leader mondial du petit électroménager grâce à l'absorption de son rival, oubliant de préciser que cette victoire s'était bâtie sur le cadavre de la Normandie. Le linceul de Moulinex était désormais un linceul de velours dans les salons feutrés de la finance lyonnaise. Mais avant de refermer le livre,
il reste à raconter le dernier voyage des fantômes. Comment, au XXIe siècle, la Normandie a tenté de ressusciter ses friches, et pourquoi, malgré les centres commerciaux et les parkings paysagers, l'odeur du plastique brûlé de 2001 continue de hanter les nuits des anciens de Moulinex. Le linceul est blanc, mais il bat encore au rythme d'un cœur qui n'a jamais accepté la trahison. Le dernier chapitre de l'agonie est aussi celui de la mémoire qui refuse de mourir tout à fait, tant qu'il restera un seul robot multifonction sur une étagère pour témoigner du génie sacrifié d'Alençon. Si vous aviez poussé les portes du tribunal de grande instance de Nanterre au matin du 12 janvier 2012, vous n'auriez pas trouvé l'odeur de la limaille de fer ou de la résine, mais celle, plus froide et plus acide, du vieux papier et de l'encre des greffiers. Dans la salle d'audience, le silence était celui d'un dénouement qui arrive 10 ans trop tard. 11 ans après le brasier de Cormelles-le-Royal, la justice française rendait enfin son verdict sur le naufrage de Moulinex. Dans le box des prévenus, les visages avaient vieilli. Pierre Blaillot, l'homme du projet One, et Patrick Garayalde, le représentant du fonds Elfi, faisaient face aux juges et au dernier rescapé de l'usine, venu en bus de Normandie, pour chercher une vérité que les tableurs financiers leur avaient refusée. Le sommet de 1970 n'était plus qu'un souvenir jauni, une preuve à conviction dans un dossier de banqueroute. C'est l'histoire de l'épilogue judiciaire d'un empire, de la façon dont le groupe SEB a méthodiquement vidé le nom Moulinex de sa substance technique pour en faire une étiquette mondiale produite à Bakou ou à Shenzhen, et du constat amer que dans la guerre économique du XXIe siècle, les coupables ne sont jamais ceux qui perdent leur emploi. Le procès de 2012 fut le miroir de l'impuissance ouvrière face à la sophistication financière. Les réquisitions étaient lourdes. On parlait de complicité de banqueroute par détournement d'actifs. Les avocats des syndicats tentaient de démontrer comment 210 millions d'euros avaient été siphonnés vers le fonds italien Elfi juste avant la chute. Mais la défense des dirigeants tenait en un mot: la fatalité. Pour eux, Moulinex était un avion en perdition qu'ils avaient tenté de poser en catastrophe. Le verdict tomba comme un second licenciement. Relax général pour les délits les plus graves. Seules quelques amendes pour présentation de comptes annuels inexacts furent prononcées. Pour les 5000 licenciés de Normandie, la trahison était désormais scellée par le sceau de la République. On pouvait détruire 10 000 emplois, effacer un siècle de savoir-faire et s'en sortir avec une tape sur les doigts et une retraite dorée. La symétrie avec la vie brisée d'une ouvrière d'Alençon, contrainte de finir sa carrière comme femme de ménage, était une insulte que le code pénal ne savait pas mesurer. Pendant que les tribunaux classaient le dossier, l'inventaire physique des sites se transformait en une archéologie de l'abandon. À Alençon, le site de la rue de Bellevue devenait ce que les habitants appelaient avec effroi le champ des morts. 8 hectares de hangars hantés par les courants d'air. La municipalité tentait désespérément de revitaliser la friche. On démolissait les halles les plus vétustes, on dépolluait les sols saturés de solvants. Mais aucun investisseur ne voulait reprendre le flambeau de la manufacture. Le savoir-faire belfortain d'Alstom avait été sauvé par l'atome. Le savoir-faire de Moulinex, lui, ne servait plus à rien dans une France qui avait décidé que la cuisine n'était plus un enjeu industriel. L'ambiance à Bellevue en 2014 était celle d'une ville après un bombardement. Des dalles de béton fissurées, des graffitis sur les murs où l'on lisait encore « Mantelet, reviens » et le silence assourdissant d'une puissance qui s'est tue.
C'est ici que se joue l'acte le plus cruel de la zombification de la marque, l'effacement de l'ingénierie normande par le groupe Seb. Pour les nouveaux maîtres lyonnais, Moulinex n'était plus qu'un logo rouge sur fond blanc, une marque d'appel pour le segment d'entrée de gamme. On fermait les derniers bureaux d'études secrets où Jean Mantelet avait imaginé ces mécanismes géniaux. Le savoir-faire français de la petite mécanique culinaire, cette science du moteur compact et increvable, était traité comme une archive morte. SEB imposait désormais la loi de la plateforme mondiale. Les robots Moulinex ne seraient plus conçus à Alençon pour durer 30 ans. Ils seraient dessinés à Écully et fabriqués dans des usines géantes en Chine ou au Brésil. La lutherie de la purée était remplacée par l'assemblage de composants standards interchangeables. On gardait la peau de l'ours, mais on en avait changé le squelette. L'asymétrie avec les promesses de relocalisation devenait alors une comédie amère. On expliquait aux Français que Moulinex était toujours une fierté nationale, tout en sachant que 80% du catalogue n'avait plus rien de français, sinon le nom. Travailler pour le service marketing de Seb en 2015, c'était vendre de la nostalgie normande à des clients qui ignoraient que leur cafetière sortait d'un conteneur déchargé au port du Havre. Les larmes des ingénieurs du Concorde, devant le démantèlement de leur banc d'essai, trouvaient ici leur écho. On transformait une épopée technologique en un simple exercice de branding. Le sommet de 1970 était devenu un argument de vente rétro, une image de synthèse dans un film publicitaire pour dissimuler la désindustrialisation réelle. L'ambiance à Cormelles-le-Royal, près de Caen, n'était pas meilleure. L'usine où l'on avait menacé de tout faire sauter avec des bouteilles de gaz en 2001 avait été rasée. À sa place, un centre commercial et des zones de bureaux tertiaires poussaient comme des champignons sur une plaie mal cicatrisée. On baptisait les rues avec des noms neutres, effaçant toute trace de la manufacture. Mais sous les parkings goudronnés, les fondations de Moulinex restaient là, comme les ossements d'un géant que l'on ne peut pas totalement déterrer. Les ouvrières retraitées venaient y faire leurs courses le samedi, marchant sans le savoir, au-dessus de l'endroit exact où elles avaient passé 20 ans de leur vie sur une chaîne de montage. La chute n'était plus industrielle, elle était topographique. La ville avait digéré l'usine, mais elle n'avait pas retrouvé son âme. La disparition physique du savoir-faire se doublait d'une érosion mémorielle orchestrée par l'État. En 2015, on ne parlait plus de Moulinex dans les discours officiels sur le renouveau industriel. Le nom rappelait trop l'échec du gouvernement Jospin et l'impuissance face à la mondialisation. On préférait célébrer la French Tech, les start-up d'objets connectés et la cuisine high-tech pour millionnaires. La marque qui avait libéré la femme était devenue le symbole d'un XXe siècle ouvrier que l'on voulait oublier. L'intelligence de la manufacture s'est évaporée dans les rapports de performance du CAC 40. SEB battait des records de bénéfices, ses actions s'envolaient, mais pour les 5000 sacrifiés de 2001, cette réussite était un camouflet permanent. Le linceul de Moulinex était désormais un linceul de soie, mais il recouvrait un corps froid et anonyme. Imaginez un ingénieur de chez Seb visitant les réserves du musée d'Alençon en 2015. Il voit les prototypes des années 60, ces machines en métal lourd et en bakélite. Il sourit devant la robustesse du mécanisme. Il sait que pour fabriquer cela aujourd'hui en France, le prix de vente serait de 500 € et que plus personne ne l'achèterait. La chute de Moulinex, c'est cette victoire de l'obsolescence programmée sur le génie de la durabilité. On a tué Moulinex
pour que Seb puisse vendre des millions de machines jetables. Le sommet de 1970 n'était pas une montagne, c'était une digue, et la mer de la consommation rapide a fini par passer par-dessus. Le déclin n'était pas dans la machine, il était dans la tête du consommateur et dans le portefeuille de l'actionnaire. À la fin de l'année 2015, l'inventaire de l'oubli était clos. La plupart des usines normandes avaient été transformées en entrepôts logistiques ou en lofts pour cadres parisiens. Le nom de Matra s'effaçait sur les vélos, le nom d'Alstom se fragmentait, et le nom de Moulinex rejoignait les rayons de la nostalgie. Le plus grand empire du petit électroménager mondial n'existait plus que comme une ligne dans un bilan consolidé. On avait gardé les coupes de champagne des victoires boursières, mais on avait jeté les moules et renvoyé les ouvrières. Le linceul était désormais un code-barre imprimé sur une boîte en carton recyclé. Le déclin de cette certaine idée de la France se résume dans le destin des Moulinexettes. Ces femmes qui avaient été le cœur battant de l'entreprise étaient aujourd'hui les oubliées du progrès. Elles se retrouvaient chaque année pour commémorer la fermeture, devant les grilles rouillées de Bellevue, avec une dignité qui forçait le respect. Elles savaient que le linceul de Moulinex était le prix de notre confort de consommateur. On a tué leur usine pour que nous puissions acheter des robots à 40 €. Le sommet de 1974 de Manu France, où les trains de Jouef partageaient cette même fatalité, la mort par le sacrifice de l'humain sur l'autel du prix bas. Aujourd'hui, partout en France, dans les cuisines des grands-mères de province, des millions de vieux robots Moulinex orange et blanc continuent de tourner. Ils sont les derniers témoins d'un temps où la France n'avait pas peur de fabriquer des objets pour l'éternité. Ils sont les reliques d'une puissance qui osait inventer le futur dans un hangar de Normandie. Le sifflement du moteur Mantelet s'est tu dans les usines, mais il résonne encore dans le silence des foyers. Mais avant de clore définitivement cette saga, il nous reste à explorer le bilan final. Ce que sont devenues les terres polluées de Normandie et pourquoi, malgré les trahisons et l'oubli, le nom de Moulinex reste la plus grande cicatrice de l'industrie française. Le dernier chapitre de l'agonie est aussi celui de la cendre qui refuse de refroidir. Si vous vous rendez aujourd'hui à l'entrée sud d'Alençon, là où la route nationale 12 fend la plaine normande pour s'enfoncer vers le Mans, vous ferez face à un paysage qui semble avoir subi une lobotomie industrielle. Sur le site de la rue de Bellevue, là où s'étendait jadis le premier empire du petit électroménager mondial, vous ne verrez plus de nuages de vapeur s'échapper des toits en dents de scie. À la place des 100 000 mètres carrés d'ateliers bourdonnants que nous avons décrits, s'étendent désormais des hectares de goudron lisse, des parkings paysagers et des bâtiments basse consommation aux façades de bois et de métal prévieillis. On a baptisé ce lieu la Porte de la Sologne. C'est une zone d'activité propre, silencieuse et déshumanisée. Le sommet de 1970 est ici recouvert par une couche de résilience administrative. C'est l'acte final d'une tragédie où la France a prouvé qu'elle savait raser ses cathédrales de tôle pour ne pas avoir à s'excuser de leur naufrage. C'est l'histoire de la reconversion par l'effacement, de la façon dont la ville d'Alençon a dû oublier sa vocation manufacturière pour devenir un centre de service, et du constat cinglant que si les cafetières Moulinex se vendent toujours par millions, elles ne portent plus aucune trace de la sueur des Moulinexettes. La période 2016 à 2024 marque pour la Normandie l'ère de la muséification des plaies. À Alençon comme à Cormelles-le-Royal, les autorités locales ont fini par accepter que le père Mantelet ne reviendrait pas. On a donc entrepris de nettoyer la mémoire. Sur le site de Bellevue,
Le dernier bâtiment historique, le fameux bâtiment 1, a été partiellement conservé, mais dénaturé par une rénovation tertiaire. Les fenêtres par lesquelles les ouvrières voyaient jadis passer les saisons sont désormais occultées par des stores à lamelles automatiques. On y a installé des start-up de l'économie numérique, des services de la caisse d'allocation familiale et des plateaux de formation pour métiers du tertiaire. C'est l'ironie suprême. Dans les lieux mêmes où l'on fabriquait des objets concrets pour libérer la femme, on apprend aujourd'hui à des jeunes précaires comment gérer des dossiers dématérialisés pour un État qui a abandonné ses usines. Le savoir-faire de l'injection plastique et du bobinage a été remplacé par celui de la saisie de données. La chute de Moulinex trouve ici sa conclusion géographique, le passage de la création à la gestion. L'asymétrie avec la réussite insolente du groupe SEB est alors une insulte visuelle permanente. Depuis son siège d'Écully, le géant lyonnais affiche en 2023 un chiffre d'affaires record de 8 milliards d'euros. SEB possède Moulinex, Krups, Rovinta, Tefal et Lagostina. C'est un colosse mondialisé qui a parfaitement intégré la leçon du naufrage de 2001. Pour gagner, il ne faut plus être un producteur, il faut être un gestionnaire de marque. Les robots de cuisine Moulinex que vous achetez aujourd'hui sont des prouesses de marketing, avec leurs écrans tactiles et leurs applications connectées. Mais regardez bien l'étiquette. Conçu en France, fabriqué en RPC. La France de 2024 possède le cerveau des ventes, mais elle a perdu les mains de la fabrication. L'intelligence de Jean Mantelet s'est évaporée dans les rapports annuels de la Bourse de Paris, là où l'on célèbre la rentabilité opérationnelle, tout en ignorant que pour chaque euro de dividendes versé à Lyon, un mètre carré de friche normande continue de pourrir sous la pluie. L'ambiance dans les quartiers populaires d'Alençon, comme celui de Persaigne, porte encore les stigmates de cette déchéance. Les anciennes ouvrières, aujourd'hui septuagénaires, sont les dernières citoyennes d'un empire qui n'a plus de territoire. Elles se retrouvent parfois lors des commémorations du 11 septembre, non pas pour les tours de New York, mais pour le jour où leur vie a basculé. Leurs larmes, filmées par les caméras de France 3 Normandie, ne sont plus celles de la colère de 2001, mais celles d'une amertume pétrifiée. Elles voient le pôle de santé ou le centre d'affaires s'ériger là où elles passaient 8 heures par jour à bobiner des induits. Le savoir-faire belfortain d'Alstom avait été racheté par EDF car il touchait au sacré nucléaire. Le savoir-faire de Moulinex, lui, a été traité comme une marchandise périssable. On a considéré que fabriquer un mixeur était un métier banal, oubliant que la banalité est le socle de l'indépendance d'un peuple. C'est ici que se joue le drame de la transmission rompue. Dans les années 1980, le métier de Moulinex se passait de mère en fille. Aujourd'hui, les lycées professionnels de la région ne forment plus de spécialistes de la plasturgie ou de la micromécanique pour l'électroménager. Ces compétences ont été rayées de la carte scolaire. La France a choisi d'éduquer des managers et des conseillers de clientèle, délaissant les métiers de la matière. La chute de Moulinex est le manuel de cette démission éducative. On a décrété que l'industrie était sale et bruyante, préférant la propreté clinique des centres d'appel. Les larmes des cadres de Manufrance devant la vente de leurs établis polis par l'usage trouvent ici leur écho parisien et normand. On a échangé la souveraineté du marteau contre le confort du clavier, sans réaliser que le clavier ne se mange pas et ne se fabrique pas sur notre sol. Imaginez une réunion au Conseil régional de Normandie en 2022. On discute du projet de reconquête industrielle. On parle de relocalisation, de souveraineté alimentaire, de circuits courts. Le mot Moulinex
n'est jamais prononcé. Il fait peur. Il rappelle que la France a laissé mourir son champion national au profit d'un monopole lyonnais qui a délocalisé l'essentiel de sa production en Asie. L'empire à pixels du Minitel avait fondu. L'empire de plastique blanc de Mantelet s'est fragmenté dans les flux de la logistique mondiale. Il n'y a plus de maison à Alençon. Il n'y a que des prestataires de services qui gèrent des entrepôts pour des marchandises fabriquées ailleurs. Le linceul de Moulinex est désormais un linceul de bitume. On a bitumé l'histoire pour que les voitures des nouveaux cadres puissent stationner au-dessus des cadavres de nos ambitions. La disparition physique du site de Cormelles-le-Royal est, elle aussi, achevée. Le Mondeville 2, immense centre commercial qui s'étend à la place de l'usine, est le symbole de notre nouveau monde. Là où des milliers d'hommes et de femmes produisaient de la valeur, des milliers de consommateurs viennent aujourd'hui dépenser leur salaire dans des enseignes internationales. C'est la transition parfaite, de l'usine au magasin, du producteur au client. On y vend des aspirateurs Moulinex, bien sûr, mais personne ne s'arrête pour penser que le sol sur lequel il marche a vibré pendant 40 ans sous le choc des presses. La ville a digéré l'usine, l'a transformée en parking et en allée de shopping, effaçant ainsi la trace du plus grand conflit social du siècle. L'asymétrie avec les pays qui ont su garder leur industrie est alors révoltante. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle su préserver ses usines de milieu de gamme? Pourquoi Miele ou Vorwerk continuent de fabriquer sur leur sol? La réponse se cache dans les choix stratégiques des années 1990. Pendant que la France laissait Moulinex entre les mains de financiers avides de dividendes rapides, l'Allemagne protégeait ses structures familiales et investissait dans l'automatisation de pointe. La France a traité Moulinex comme un problème de maintien de l'ordre en 2001. L'Allemagne aurait traité un tel cas comme un enjeu de sécurité nationale. Nous avons préféré la paix sociale des tribunaux de commerce à la guerre économique des laboratoires de recherche. À la fin de l'année 2024, l'inventaire du regret est partout dans l'Orne et le Calvados. Les noms des rues, rue Jean Mantelet, square des Moulinexettes, sont les seuls vestiges d'une souveraineté évaporée. On a transformé une épopée industrielle en une signalétique municipale. Les herbes folles ne poussent plus sur les dalles de Bellevue, car elles ont été méticuleusement arrachées par les services de l'entretien urbain. Tout est propre, tout est calme, tout est mort. Le sifflement du moteur de 1932 n'est plus qu'un sifflement de vent dans les structures métalliques des hangars reconvertis. Le linceul de Moulinex est en velours, mais il a l'odeur de la poussière. Mais avant de refermer définitivement cette saga, il nous reste à raconter le dernier chapitre, celui de l'éternité et du bilan global. Pourquoi, malgré les 14 millions de machines de motobécane, les 7 millions de vélos Solex, les 12 920 Citroën SM et les 10 000 salariés de Moulinex, la France continue de croire qu'elle peut être une grande nation sans usine. Le dernier chapitre de l'agonie est aussi celui de la conscience qui se réveille devant un désert, quand il est déjà trop tard pour appeler à l'aide. Le linceul est blanc, mais il est déjà trop petit pour cacher l'ampleur de la défaite. Si vous entrez aujourd'hui dans un grand magasin d'électroménager, que ce soit à Paris, à Lyon ou à Caen, vous serez immédiatement attiré par les têtes de gondoles lumineuses. Là, sous des spots soignés, trône le Moulinex Compagnon. C'est une machine splendide, blanche et grise, dotée d'un écran tactile couleur, d'une connexion Wi-Fi et d'une application mobile guidant l'utilisateur pas à pas dans la réalisation de recettes de chefs étoilés.
Vendue à plus de 1 000 €, elle incarne le sommet du luxe culinaire connecté. Mais retournez l'appareil. Cherchez la petite plaque grise gravée au laser sous le socle en plastique. Vous n'y trouverez ni l'adresse d'Alençon, ni celle de Cormelles-le-Royal. Vous y lirez groupe SEB Écully, fabriqué en RPC. Le sommet de 1970, cet empire normand où Jean Mantelet faisait frapper des millions d'induits par des mains ouvrières locales, est désormais une abstraction logistique. C'est l'acte final d'une tragédie où la France a prouvé qu'elle savait sauver une marque pour les vitrines du monde, tout en laissant mourir le peuple qui lui avait donné son âme. Le déclin de Moulinex n'est pas seulement la fin d'une usine, c'est le faire-part de décès de la souveraineté domestique française, remplacée par le linceul de plastique brillant de l'importation de masse. Le bilan technologique de ce grand dépeçage est un constat d'une ironie amère. Le génie de Jean Mantelet ne résidait pas dans les écrans connectés, mais dans la démocratisation absolue du moteur électrique. C'est lui qui a compris que pour entrer dans chaque foyer, il fallait concevoir des moteurs universels, compacts, capables de tourner à 10 000 tours par minute sans chauffer, et surtout, si peu chers à produire qu'ils devenaient invisibles dans le prix de l'objet. Ce savoir-faire, cette science de la petite mécanique culinaire increvable, s'est évaporé dans les délocalisations. Aujourd'hui, Seb domine le monde. Son chiffre d'affaires flirte avec les 8 milliards d'euros, mais le cœur battant de ses appareils Moulinex est sourcé dans les immenses parcs industriels du Guangdong ou du Zhejiang. L'intelligence normande a été remplacée par la standardisation asiatique. On a gardé le losange rouge du logo, on a conservé la promesse de la libération, mais on a jeté les clés de l'atelier de Bellevue à la poubelle. Le prix payé pour cette survie sous tutelle lyonnaise est celui de la mémoire ouvrière. À Alençon, au musée des Beaux-Arts et de la Dentelle, quelques vitrines sont désormais consacrées à l'aventure Moulinex. On y expose le premier moulin légumes de 1932, des moulins à café en bakélite et des fers à repasser des années 50. Les visiteurs, souvent de jeunes Normands qui n'ont pas connu la fureur des Trente Glorieuses, regardent ces objets comme des antiquités gallo-romaines. Ils s'étonnent de la lourdeur du métal, de la simplicité des mécanismes. Les guides, d'anciens cadres ou ouvriers à la retraite, racontent avec une précision d'archiviste comment on produisait un aspirateur toutes les 7 secondes. Mais hors des murs du musée, la ville d'Alençon a dû faire le deuil de son statut de capitale du foyer. Travailler sur la mémoire de Moulinex en 2024, c'est entretenir une tombe magnifique que les nouveaux habitants contournent en allant au supermarché. L'asymétrie avec la réalité des familles sacrifiées en 2001 reste une plaie béante dans le tissu social normand. Que sont devenus les 5000 Moulinexettes de la branche non reprise par SEB ? 23 ans après le brasier de Cormelles-le-Royal, la plupart sont aujourd'hui à la retraite, vivant avec des pensions amputées par les années de chômage et de contrats précaires. D'autres ne sont plus là pour témoigner, emportés par les maladies, les dépressions ou l'usure prématurée des corps, façonnés par des décennies de travail à la chaîne. Leur lutte héroïque de l'automne 2001, quand elles menaçaient de faire sauter les toits avec des bonbonnes de gaz pour forcer l'État à les regarder, est devenue un chapitre mythique de l'histoire du mouvement ouvrier féminin. Elles étaient les soldats inconnus de la libération des femmes, des libératrices de la cuisine que l'on a fini par enchaîner à l'amertume des guichets d'aide sociale. La chute d'Alstom à Belfort ou de LIP à Besançon partageait cette même fatalité, la transformation d'une fierté productive en une variable d'ajustement comptable.
La disparition physique des grands sites industriels est désormais consommée par le renouveau urbain. À Cormelles-le-Royal, le centre commercial Mondeville 2 et ses immenses parkings ont dévoré l'espace où s'alignaient jadis les halls d'emboutissage. On marche sur le béton lisse, là où coulait l'huile de coupe. À Alençon, les bâtiments administratifs et les centres d'appel ont pris la place des lignes de montage de moteurs. La France a réussi son opération d'effacement topographique. On a recouvert la sueur et la colère sous une couche de propreté tertiaire et de pelouse bien tondue. Les larmes des ingénieurs de Javel devant la démolition de l'usine Citroën ou les sanglots des ouvriers de Jouef devant l'emballage de leurs moules trouvent ici leur écho normand. On détruit le lieu pour être sûr que l'âme ne revienne pas hanter les nouveaux propriétaires. Imaginez une réunion au ministère de l'économie en 2024. On y parle de réindustrialisation, de souveraineté technologique, du retour des usines en France, mais le nom Moulinex n'est jamais cité comme un exemple à suivre. Il est le fantôme encombrant d'un échec d'État. Sous Lionel Jospin, on a laissé faire la loi financière, estimant que la fabrication d'un mixeur n'était pas un enjeu stratégique comparable à la construction d'un TGV ou d'une centrale nucléaire. C'était oublier que la souveraineté d'une nation se mesure aussi à sa capacité à équiper son propre peuple avec les objets du quotidien. En laissant partir Moulinex en Asie, la France a cédé le contrôle de sa propre table de cuisine. Le linceul de Moulinex est désormais un document d'importation douanière tamponné au port du Havre. Le déclin de cette certaine idée de l'industrie, celle qui mariait l'intuition d'un inventeur solitaire à la fidélité d'une région entière, est définitivement scellé. Le groupe SEB a eu raison sur le plan capitaliste. Il a sauvé la marque, préservé une partie des usines françaises pour ses gammes supérieures, comme Tefal en Haute-Savoie, et conquis le monde. Mais pour Alençon et le Calvados, le prix de cette victoire lyonnaise a été la mort de leur vocation. On a déshérité un peuple de son outil de travail pour transformer son nom en un simple levier de croissance mondiale. Le sommet de 1970 n'était pas une montagne, c'était un phare d'espérance que la tempête de la mondialisation a fini par balayer, faute d'avoir été défendue par des digues politiques solides. Aujourd'hui, si vous avez la chance de posséder un vieux moulin à légumes en tôle étamée de 1932 ou un robot-mari des années 60 dans un placard de famille, prenez-le dans vos mains. Observez la simplicité absolue du mécanisme. Écoutez le bruit sec de la manivelle ou le ronronnement sourd du petit moteur. Ce n'est pas seulement un ustensile de cuisine, c'est le morceau d'un empire disparu. C'est la preuve tangible d'une époque où la France savait résoudre les problèmes du quotidien avec du fer, du génie et du bon sens. Les 14 millions de machines de motobécane, les 7 millions de vélos Solex, les 12 920 Citroën SM, les 282 Caravelle et les millions d'appareils Moulinex partagent le même destin, celui d'objets conçus pour libérer les hommes, finissant par devenir les reliques d'un pays qui a oublié comment les fabriquer. À la fin de l'année 2024, le silence est total sur les anciennes terres de Jean Mantelet. Les herbes folles n'ont plus le droit de pousser sur les parkings neufs d'Alençon, méticuleusement entretenus par les services de la voirie. La marque Moulinex brille sur les écrans du monde entier, vivante, connectée, désirable. Mais le cœur ouvrier de la Normandie s'est arrêté de battre au rythme des turbines. L'oiseau de fer Moulinex s'est tu, et avec lui, une certaine manière d'être français, celle qui consistait à faire entrer le progrès par la porte de la cuisine,
en offrant à chaque femme le temps de vivre. La révolution est terminée. Le linceul de plastique blanc a tout recouvert, et les cuisines de France résonnent désormais du bip électronique d'appareils qui n'ont plus de patrie. Mais dans le brouillard d'Alençon, si l'on tend l'oreille, un matin d'hiver, on croit encore entendre le choc sourd des emboutisseuses, comme le battement persistant d'un empire qui refuse de s'effacer tout à fait de la mémoire de ceux qui l'ont bâti.